Ils sont sous-optimisés fiscalement, ils ne vous protègent pas des baisses de marché, ils ne sont même pas des revenus. En ce moment, les critiques pleuvent sur les dividendes. Dans cette vidéo, je propose donc qu'on analyse ensemble les 6 critiques que j'ai le plus entendues concernant les dividendes et qu'on détermine si celles-ci sont justifiées ou pas. Alors évidemment, je suis biaisé car investir dans des actions à dividendes, c'est ma stratégie en bourse depuis 6 ans maintenant. Mais je vais essayer ici d'être le plus impartial possible, vous parler des avantages mais également des inconvénients qu'il peut y avoir avec une stratégie à dividendes. J'espère que ce tour d'horizon vous permettra d'y voir un peu plus clair sur ce sujet assez complexe et qu'il vous aidera également à déterminer si les actions à dividendes méritent toujours une place dans votre portefeuille boursier. On est parti. Critique numéro 1, le dividende n'enrichit pas l'actionnaire. D'un point de vue purement comptable, c'est vrai. Le dividende n'enrichit pas l'actionnaire car lorsqu'il vous est versé, l'action qui vous l'a distribué baisse du même montant. Si une action vaut 100 € et vous verse 2 € de dividende par action, elle ouvrira le lendemain sur les marchés à 98 €. Alors ça peut surprendre un petit peu au début, mais quand on y réfléchit, c'est un fonctionnement qui est complètement logique. Si ce système de compensation n'existait pas, il y aurait plein de traders qui achèteraient les actions juste avant le versement de leurs dividendes, puis qui les revendraient le lendemain en empochant la différence, ce qui finirait là aussi par annuler complètement le gain financier possible d'un dividende. Maintenant, si on sort un peu de la comptabilité et qu'on retourne dans le monde réel, on constate bien qu'il y a une vraie différence avant et après le versement d'un dividende. Avant le dividende, votre argent est 100% bloqué dans une action, vous ne pouvez pas l'utiliser et sa valeur va varier sans cesse en fonction de l'humeur des marchés. Après le dividende, vous avez reçu du cash sur votre compte, sa valeur est stable et vous pouvez utiliser cet argent pour faire ce que vous voulez avec. Le dividende va donc transformer quelque chose d'inutilisable, une action, en quelque chose d'utilisable, du cash. Et c'est en ça qu'on peut dire qu'il enrichit celui qui le reçoit. J'ai entendu certaines personnes dire qu'un dividende n'est pas un revenu. Dans ce cas-là, un salaire n'est pas non plus un revenu. Pourquoi le dirigeant d'une société, une SASU par exemple, se verserait-il un salaire avec des charges à payer dessus alors qu'il a déjà gagné cet argent sur son compte professionnel? Eh bien parce que s'il dépense l'argent de son compte pro à des fins perso, ça s'appelle de l'abus de biens sociaux et c'est puni par la loi. À nouveau, se verser un salaire ou un dividende ne va pas augmenter le patrimoine du dirigeant de la SASU puisqu'il est déjà 100% propriétaire de son entreprise. Mais si celui-ci veut pouvoir profiter personnellement et légalement de cet argent, alors il n'a que 3 possibilités qui s'offrent à lui. 1. Se verser un salaire. 2. Se verser un dividende. 3. Vendre des parts de sa société. Dans les 3 cas, la valeur aura été générée en amont et il y aura de l'impôt à payer. En tant qu'investisseur en bourse, vu qu'on ne travaille pas dans l'entreprise, on ne peut pas se verser de salaire et il ne nous reste donc que 2 options pour se générer des revenus personnels. 1. Encaisser des dividendes ou 2. Vendre des parts de ces sociétés. C'est justement ces 2 options-là qui m'emmènent sur notre critique numéro 2. Les gains tirés des dividendes sont plus fiscalisés que les gains tirés des ventes. Alors cela va dépendre de votre pays de résidence, du pays de domiciliation de l'entreprise dans laquelle vous avez investi et également de l'enveloppe fiscale que vous utilisez. Mais en effet, généralement, ça sera le cas. En France, si vous ouvrez un compte d'investissement classique, un compte titre, un CTO, vous allez avoir le même taux d'imposition sur vos dividendes et vos ventes, 30%. C'est la fameuse flat tax avec ses 12,8% d'IR et ses 17,2% de prélèvements sociaux. Mais attention, même si ce pourcentage d'impôt est le même, 30%, vous allez avoir 2 avantages fiscaux intéressants à gagner de l'argent via la vente de vos actions plutôt que via vos dividendes. Le premier avantage de la vente, c'est que vous n'allez payer de la fiscalité que lorsque vous vendez concrètement votre action et c'est vous qui décidez à quel moment vous la vendez. Vous pouvez donc attendre longtemps, laisser votre argent se multiplier à l'intérieur de vos entreprises et ne payer vos impôts qu'à la toute fin lorsque vous décidez vraiment de vendre vos actions. Au contraire, les dividendes tombant de manière régulière et automatique, vous n'avez pas le choix et vous allez devoir payer des impôts à chaque fois que vous en recevez un. C'est un petit peu le prix à payer pour recevoir comme ça régulièrement des revenus liquides sur votre compte. Le deuxième avantage de la vente, c'est que vous n'allez payer de la fiscalité que lorsque votre vente génère un gain, une plus-value. Si vous achetez par exemple une action 100 € et que vous la revendez 75,
vous n'aurez pas d'impôt à payer sur les 75 € que vous allez récupérer. Mieux encore, vous allez pouvoir déduire ces 25 € de perte de vos futurs gains. Si plus tard, vous achetez une autre action 100 € et que vous la revendez cette fois-ci 125, vous devriez normalement payer 30% d'impôt sur ces 25 € de gains. 25 x 0,3, 7,50 €. Mais vous pouvez alors dire à l'État français, non, car j'ai déjà perdu 25 € sur cette autre action. Au global, sur l'année, vous n'êtes pas en plus-value et vous n'avez donc pas d'impôt à payer. Sur les dividendes, ce genre de déduction n'est pas possible. La somme entière est toujours considérée comme un gain et elle est donc taxée à 30% quoi qu'il arrive, même si vous réinvestissez directement vos dividendes dans l'entreprise qui vous les a versés. À cause de ces deux inconvénients fiscaux, beaucoup d'investisseurs en bourse cherchent à réduire leurs gains provenant des dividendes. Les stock pickers vont aller sélectionner des actions sans dividendes et les investisseurs sur indice vont acheter des ETF accumulants plutôt que distribuants. Un ETF distribuant vous reverse les dividendes qu'il perçoit des entreprises alors qu'un accumulant les réinvestit automatiquement dans son fonds. Si vous souhaitiez dans tous les cas réinvestir vos dividendes dans le même fonds, cela peut être en effet plus pratique de partir avec un ETF accumulant. Vous n'aurez pas d'ordre à passer pour réinvestir vos dividendes, ils seront automatiquement réinvestis dans le fonds en question et vous n'aurez pas non plus de déclaration d'impôt à faire au niveau de vos dividendes puisque ce n'est pas vous qui avez reçu les dividendes, c'est votre gestionnaire. Attention, ce gestionnaire de fonds va quand même devoir payer lui des impôts sur les dividendes des entreprises qu'il reçoit pour vous. Il ne peut pas refuser ces dividendes et il risque d'en recevoir pas mal, sachant que les indices les plus suivis par les ETF contiennent beaucoup d'actions à dividendes. Sur le MSCI World, on a environ 80% d'entreprises qui versent un dividende. Sur le S&P 500, on monte à 84%. Et sur l'Eurostock 50, on est carrément à 100%. Mais d'après mes recherches, il semblerait que ces gestionnaires de fonds, souvent domiciliés en Irlande, parviennent à optimiser les choses et payer moins d'impôts sur les dividendes, notamment de sources américaines, que les 30% que nous payons nous en tant que particuliers. Donc là aussi, il y aurait probablement un gain fiscal à utiliser un ETF accumulant plutôt que distribuant. Bref, vous l'avez compris, si on reste purement sur de la fiscalité, il n'est pas idéal de gagner de l'argent en bourse via les dividendes. Il est plus facile d'éviter la case impôt pendant longtemps en repoussant la vente de vos actions. Et on l'a vu, il existe même des techniques pour diminuer son montant de dividendes total perçu via la sélection d'actions sans dividendes ou encore l'achat d'ETF accumulants. Pourtant, je continue de penser qu'il est dangereux de gagner 100% de son argent via la vente de ses actions. Pourquoi ? Ma réponse tient en deux mots. La volatilité. Critique numéro 3, les dividendes ne protègent pas des chutes de marché. Justement, si et ça de deux manières. La première, c'est au niveau du prix. Cette étude sur 48 ans a montré que les actions qui augmentaient continuellement leurs dividendes résistaient mieux aux baisses que le reste du marché. Sur la période, ce groupe d'actions a obtenu un bêta de 0,88, ce qui signifie qu'à chaque fois que le S&P 500 a chuté de moins 10%, ces actions à dividendes n'ont chuté que de moins 8,8%. Alors dit comme ça, cette différence peut sembler faible, mais résister 12% de mieux aux baisses que le reste du marché, sur le long terme, c'est un avantage non négligeable. La deuxième protection qu'offrent ces actions, c'est évidemment le versement de leurs dividendes. Durant les crises, les prix des actions baissent en moyenne de 34%, alors que le montant de dividendes reversé par celles-ci ne baisse en moyenne que de 0,5%. Durant une crise, l'investisseur focus sur les dividendes et donc serein puisqu'il continue d'être payé comme d'habitude. S'il a sélectionné les meilleures entreprises, il peut même continuer de recevoir des augmentations de revenus. Au contraire, l'investisseur focus sur la plus-value est en stress. Avec la baisse, il a perdu beaucoup. Et s'il a besoin d'argent, il fait face à un choix cornélien. Soit il encaisse une importante perte en vendant ses actions à moins 34% de leur valeur, ou alors il attend que le prix de ses actions remonte, mais sans savoir combien de temps cela va prendre exactement. Les études montrent qu'il faut en moyenne 3 ans pour récupérer complètement sa perte en plus-value suite à un bear market. Mais attention, 3 ans c'est une moyenne, ça peut être beaucoup plus long que ça. Le prix des actions en bourse baisse parfois tellement que pendant une décennie entière, les gains en dividendes vont être supérieurs aux gains en plus-value. Vous voyez que ça a été le cas dans les années 40, 67% des gains sont provenus des dividendes, dans les années 70, 73%, et surtout dans les années 2000, un cas extrême où 100% des gains sont provenus des dividendes. À cause de l'éclatement de la bulle Internet dans les années 2000, suivi de la crise des subprimes en 2008,
Un investisseur focus sur la plus-value n'aurait pas gagné un centime sur toute la décennie. 10 ans sans rien gagner, je ne sais pas vous, mais perso, je trouve ça long, très long. Même en considérant qu'on a lissé son investissement, qu'on a fait du DCA, si on est honnête, à cette période, je pense qu'on aurait été nombreux à jeter l'éponge avant que les marchés soient remontés. Pour éviter cette situation, on aurait pu se diversifier en amont en achetant d'autres classes d'actifs que les actions, de l'or, des obligations, des matières premières. L'idée étant d'obtenir, grâce à cette diversification, un portefeuille moins volatile, un portefeuille qui résisterait mieux aux baisses. Vous avez dû entendre parler par exemple du Permanent Portfolio de Harry Browne ou encore du All Weather de Ray Dalio. La théorie est sympa, hein, c'est attirant de se dire qu'on va pouvoir se créer comme ça un portefeuille qui résistera à toutes les conditions économiques possibles. Mais dans la réalité, il y a quand même deux problèmes majeurs avec ce genre de stratégie. Le premier, c'est qu'elle ne marche pas à tous les coups. En 2022, par exemple, les obligations ont baissé presque autant que les actions. Donc bonjour la protection. Et surtout, deuxième problème majeur, en mettant ce genre d'actifs dans votre portefeuille, vous risquez de diminuer drastiquement sa performance sur le long terme. Sur les 30 dernières années, un portefeuille 100% actions vous aurait rapporté 9,64% par an, un All Weather 7,19% par an et un Permanent Portfolio 6,45% par an. Donc oui, avec ces actifs, on peut diminuer la volatilité de son portefeuille, mais il ne faut pas oublier que cela va nous coûter 2 à 3% par an de performance. Sur un horizon de 30 ans, vous voyez qu'en utilisant ces stratégies, vous terminez quand même avec 2 fois moins d'argent dans votre poche que si vous étiez resté sur un classique 100% action. Perso, je trouve que c'est quand même très cher payé pour juste avoir un portefeuille un peu plus stable. De manière plus globale, on a ce graphique célèbre de Jeremy Siegel qui compare la performance des actifs sur 200 ans net d'inflation. On le voit bien, sur le long terme, ce qui rapporte le plus et de loin, ce sont les actions, 2 fois plus que les obligations et 10 fois plus que l'or. Idéalement, afin de maximiser sa performance long terme, vous l'avez compris, on voudrait avoir un portefeuille 100% actions. Mais c'est mentalement difficile car, comme on l'a vu, les marchés peuvent chuter fort et mettre plus de 10 ans avant de retrouver un nouveau plus haut. Et c'est justement face à ce dilemme que les actions à dividendes me semblent être une bonne option. Elles vous permettent de rester sur un portefeuille 100% actions tout en ayant, on l'a vu, deux protections intéressantes lors des crises. 1, des prix qui vont chuter 12% de moins que le marché et 2, une source de revenus stable et croissante qui continue de tomber chaque mois et qui peut vous permettre de financer une partie de vos dépenses courantes, chose très agréable lorsqu'on est en plein milieu d'une crise. En recevant comme ça chaque mois du cash sur son compte, je pense qu'on traverse les crises avec beaucoup plus de sérénité et qu'on est bien moins tenté de vendre ses actions au pire moment possible. On a donc plus de chances de conserver ces titres sur le long terme, sur 10 ans et plus, et débloquer ainsi les fameuses plus-values. Le dividende agit comme un ancrage qui nous permet de rester focus sur le long terme grâce à des revenus réguliers qui tombent sur le court terme. Il nous permet de collecter une partie de la valeur sans jamais avoir à vendre l'actif qui nous la distribue. On laisse ainsi cet actif tranquille et celui-ci va s'apprécier de plus en plus dans le temps. Si Warren Buffett n'a pas vendu ses actions Coca-Cola depuis plus de 30 ans maintenant, c'est évidemment parce qu'il ne veut pas payer tout de suite l'impôt sur les plus-values, mais c'est aussi parce qu'il adore recevoir ces énormes chèques de dividendes chaque trimestre. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Le dividende n'empêche pas la plus-value. Au contraire, je pense même que le dividende peut aider mentalement à rester patient et donc à générer de la plus-value. En période trouble, le dividende est aussi très rassurant car il est une preuve concrète que l'entreprise qu'on a en portefeuille continue de faire des bénéfices. Via des techniques comptables avancées ou de beaux discours, un management peut mentir sur ses résultats financiers et les faire apparaître bien plus jolis qu'ils ne le sont réellement. Mais une chose sur laquelle il est impossible de tricher, c'est le dividende. Soit l'entreprise a l'argent et paye son dividende, soit elle n'a pas l'argent et son dividende va devoir être réduit. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous avez un portefeuille composé uniquement d'actions à dividendes, il est donc facile de repérer celles qui vont mal. Ce sont celles qui réduisent leurs dividendes. Ce qui me fait d'ailleurs passer à notre critique numéro 4. Les dividendes ne sont pas garantis. C'est vrai, le paiement d'un dividende est à la discrétion du management de l'entreprise. Celui-ci n'a aucune obligation d'en verser un et il peut donc être réduit, coupé à tout moment, même si cela faisait longtemps que l'entreprise versait le sien. On peut citer l'exemple célèbre de Disney qui a suspendu son dividende en mai 2020
et qui ne l'a toujours pas réinstauré, ou encore l'exemple le plus récent de Intel qui après 2 décennies de paiement régulier a réduit son dividende de 66% le mois dernier. En tant qu'actionnaire, ce genre de réduction ne fait évidemment pas plaisir. On va perdre en termes de dividendes et également souvent aussi en termes de plus-value, le prix des actions ayant tendance à chuter après l'annonce de la réduction d'un dividende. L'avantage, au moins, c'est qu'on est fixé. Parfois, le prix d'une action baisse, mais cela ne signifie pas pour autant que l'entreprise a un problème. Sur le court terme, le prix d'une action peut baisser pour plein de raisons qui n'ont rien à voir avec le business de l'entreprise qui est derrière. Au contraire, la réduction d'un dividende envoie un message très clair. L'entreprise va mal. Elle se retrouve dans une impasse et elle est forcée de réduire son dividende afin d'économiser de l'argent. Généralement, vous feriez bien de vendre cette action qui a réduit son dividende et de la remplacer par une qui au contraire l'augmente, car statistiquement, vous avez très peu de chances de gagner de l'argent en bourse sur le long terme avec des actions qui réduisent leur dividende. Parlons-en justement plus en détail dans notre critique numéro 5. Les actions à dividende sous-performent le marché. C'est faux. Cette étude du cabinet Ned Davis a mesuré la performance de 2 groupes d'actions en fonction de leur politique de dividende sur les 12 précédents mois. Le premier groupe, Dividend Payer, contenait toutes les actions qui avaient versé un dividende cette année-là, et le second groupe, Dividend Non-Payer, contenait toutes les actions qui n'avaient pas versé de dividende cette année-là. Le portefeuille a ensuite été rééquilibré chaque année en fonction des changements. Si l'entreprise se mettait à payer un dividende, elle passait du groupe 2 au groupe 1, et si au contraire elle arrêtait d'en payer un, elle passait du groupe 1 au groupe 2. Résultat, après 48 ans de backtest, 9,6% par an pour le groupe des actions à dividende, contre seulement 4,79% par an pour le groupe des actions sans dividende. On peut en tirer une première conclusion assez simple. Même s'il existe des actions sans dividende qui obtiennent de bonnes performances, vos chances de réussite en stock picking sont bien plus importantes si vous ne sélectionnez que des actions qui sont capables de continuellement verser un dividende. D'ailleurs, cette étude est allée encore plus loin en séparant ces actions à dividende en 3 sous-groupes. Celles qui ont augmenté leur dividende cette année-là, celles qui l'ont gardé au même montant et enfin celles qui l'ont réduit. Et à nouveau, le rééquilibrage du portefeuille était fait chaque mois en fonction des changements. Résultat, 10,68% par an pour le groupe des actions qui ont augmenté leur dividende, 7,08% par an pour celles qui l'ont maintenu et un terrible moins 0,46% par an pour celles qui l'ont réduit. Ce ne sont donc pas les actions à dividende le problème. Le problème, ce sont les actions qui versent un dividende mais qui sont ensuite incapables de le maintenir dans le temps. Vous voyez que sur cette même période de 48 ans, le S&P 500 a rapporté 8,2% par an. On a donc 2 groupes d'actions à dividende qui ont surperformé l'indice phare américain, le groupe général des actions qui ont versé un dividende, 9,6% par an, et le sous-groupe des actions qui ont augmenté leur dividende, 10,68% par an. Une stratégie qui bat le S&P 500 de 2,48 points sur près de 5 décennies, c'est énorme. 100 $ placés en 1972 dans le S&P 500 via un ETF par exemple, vous aurez rapporté au bout de 48 ans 4 744 $. x 47, c'est plutôt sympa. Mais si vous aviez pris, comme dans l'étude, l'habitude simple de sortir chaque année de cet indice toutes les entreprises incapables de payer un dividende, vous auriez obtenu à la fin 8 942 $, quasiment 2 fois plus d'argent. Et si vous aviez été encore plus exigeant en sortant aussi chaque année les entreprises incapables d'augmenter leurs dividendes, vous auriez alors obtenu 14 405 $, 3 fois plus d'argent que le S&P. En investissement, on entend souvent dire que pour gagner plus, il faut prendre plus de risques, investir dans des actifs qui vont être plus spéculatifs, plus volatiles, comme par exemple les cryptos. Ce qui est intéressant ici avec ces actions de dividendes à croissance, c'est que ce n'est pas le cas. Non seulement elles ont performé 3 fois mieux que le marché sur une très longue période de temps, 48 ans, mais en plus de ça, elles l'ont fait avec 12% de volatilité en moins. Plus de rendement et moins de volatilité, voilà un combo qu'on ne peut que apprécier. À mon avis, ces actions sont moins volatiles car en temps de crise, beaucoup d'investisseurs souhaitent diminuer le niveau de risque qu'ils prennent. Ils se retrouvent donc à vendre leurs actifs et leurs actions les plus spéculatives non rentables pour les remplacer par des actions entreprises qui, au contraire, sont rentables et qui sont capables de le prouver en reversant régulièrement une partie de leurs bénéfices en dividendes à leurs actionnaires. Concernant la surperformance, c'est aussi assez simple à comprendre. Sur le long terme, ce qui va faire le plus monter le prix d'une action, c'est la hausse des bénéfices de l'entreprise qui est derrière. Et il est impossible pour une entreprise d'augmenter constamment son dividende chaque année
sans avoir en amont des bénéfices en hausse. Un dividende en croissance sur une dizaine d'années est donc le signe indéniable d'une entreprise qui est de plus en plus profitable. Et ce sont justement ces actions-là, celles capables de délivrer une importante croissance de leurs profits dans le temps, qui offrent les meilleurs rendements long terme en bourse. Au contraire, les actions à dividendes qui sous-performent vont souvent être des actions avec de gros rendements en dividendes intenables. Sur ce genre d'entreprise, les profits vont être cycliques, les augmentations de dividendes vont être très faibles et vous aurez aussi régulièrement le droit à des réductions ou carrément des coupures. Donc comme il y a des bons et des mauvais chasseurs, il y a aussi des bonnes et des mauvaises actions à dividendes. Pour les séparer, je pense qu'un premier critère intéressant à regarder, c'est le pourcentage de croissance moyen du dividende sur les 5 dernières années. Plus ce chiffre va être grand, et généralement mieux ça sera. En moyenne, les dividendes augmentent de 5 à 8% par an. Vous pouvez donc adopter une stratégie simple. Si jamais une de vos entreprises réduit son dividende ou n'a pas augmenté le sien d'au moins 8% par an sur les 5 dernières années, c'est une, entre guillemets, mauvaise entreprise à dividende. Vous pouvez la vendre et la remplacer par une entreprise avec une meilleure croissance. C'est un critère très simple, très basique, mais je pense qu'il peut déjà vous permettre de faire un bon premier tri qualitatif. Pour aller plus loin et s'assurer que ce dividende à forte croissance est sécurisé, qu'il n'est pas financé avec de la dette, vous pouvez regarder des critères fondamentaux comme le free cash flow payout ratio, le pourcentage des profits qui sont utilisés pour verser le dividende, le net debt to EBITDA qui indique le temps nécessaire à l'entreprise pour rembourser l'intégralité de ses dettes avec son cash flow, ou encore de manière plus générale la cyclicité de ses bénéfices. Est-ce que ceux-ci sont bien stables dans le temps? On veut éviter de voir des baisses soudaines. Le site SimpliSafe combine ces différents critères pour donner une note de sécurité aux dividendes sur 100. En 8 ans d'existence, le site a enregistré 763 réductions de dividendes, mais 747 d'entre elles venaient d'entreprises avec un score inférieur à 60. En ne prenant que des actions à dividendes avec un score supérieur à 60, vous auriez donc pu éviter 97% des réductions de dividendes. En ayant en portefeuille une vingtaine d'entreprises sécurisées comme ça, vos revenus de dividendes sont quasiment garantis, car même si une de vos entreprises venait à réduire son dividende sur une année, vous en aurez normalement 19 autres qui devraient augmenter le leur à plus de 8% par an, ce qui devrait bien compenser les choses. Exemple ici avec mon ancien portefeuille qui contenait 24 actions à dividendes. Vous voyez que cette année, il a bien subi la baisse de VFC, moins 41%, mais à côté de ça, il a reçu 22 autres augmentations. Donc au final, malgré cette baisse majeure sur une action, le montant total de dividendes généré par ce portefeuille a continué d'augmenter cette année, plus 5%, et il me serait facile de remplacer VFC par une autre entreprise pour l'année prochaine. Point négatif quand même, cette année, sur cet ancien portefeuille, vous constatez que seules 6 actions ont atteint notre objectif de 8% ou plus d'augmentation du dividende. Si on se base sur la moyenne des 5 dernières années, vous voyez que c'est un petit peu mieux, on a 4 entreprises de plus qui se qualifient, mais ça reste quand même loin de l'idéal. Et c'est pour ça qu'en 2023, j'ai décidé de créer un portefeuille Trident 2.0 beaucoup plus exigeant sur ces critères-là. Je souhaite évidemment toujours avoir des entreprises sécurisées qui vont augmenter leurs dividendes chaque année, mais désormais, je tiens aussi à ce que leur croissance soit supérieure à celle de la moyenne du marché. Je recherche une croissance supérieure à 8% par an en dividendes, mais également au niveau des free cash flow et des ventes. Je regarde aussi ce qui sont pour moi les 2 critères de profitabilité les plus importants, le retour sur capital employé et les marges opérationnelles. Dans les 2 cas, je vise plus de 20% sur 1, 5 et 10 ans. Je vais aussi comparer les entreprises sur leur nombre d'années de versement du dividende ou encore leur niveau de dette. Au total, sur ce barème, il y a 20 critères. Si l'entreprise est au-dessus de la moyenne du marché sur un critère, ça va être vert, elle va gagner 1 point. Si elle est dans la moyenne, ça va être bleu, 0,5 points. Et si elle est en dessous de la moyenne du marché, ça va être rouge, 0 point. À la fin, toutes les entreprises obtiennent donc une note de qualité sur 20 et la corrélation entre la performance de ces actions et leur note de qualité est assez impressionnante. Sur les 10 dernières années, vous voyez que ces 500 plus grandes actions à dividendes ont eu quasiment la même performance que le S&P 500, 11,3% par an contre 11,4% par an. Et si on va un cran plus loin en séparant ces 500 actions à dividendes en 3 groupes en fonction de leur note de qualité, vous voyez qu'on peut drastiquement améliorer nos résultats. On va obtenir 7,1% par an avec le groupe des actions rouges, donc une note de qualité inférieure à 9 sur 20, 12,4% par an avec le groupe des actions bleues, une note entre 9 et 13 sur 20,
Et enfin, 16,2% par an avec le groupe des actions vertes, les actions les mieux notées sur le barème, plus de 13 sur 20 en qualité. Sur les 10 dernières années, en achetant seulement les actions du groupe vert, vous auriez donc pu battre le marché de 4,8 points par an, ce qui est énorme. Mais à nouveau, ce n'est pas si surprenant, sachant que derrière ces actions vertes, on a des entreprises qui obtiennent des résultats business supérieurs à la moyenne sur quasiment tous les critères fondamentaux qu'on peut imaginer. Les ventes, le free cash flow, les marges, le dividende. Et ce ne sont pas non plus des entreprises inconnues qui opèrent dans des industries obscures, hein. Dans le top du classement, vous allez retrouver des boîtes dont vous êtes probablement vous-même déjà client, comme Microsoft, Visa ou encore Apple. Maintenant, la question à 1 million d'euros, c'est est-ce que ce niveau de surperformance qu'on peut obtenir avec ces actions de dividendes à croissance permet de compenser la fiscalité moins intéressante qu'il existe sur les dividendes. C'est justement ce qu'on va voir ensemble dans notre dernière critique, la numéro 6. Plutôt que des actions à dividendes sur un CTO, il vaut mieux acheter des ETF accumulants sur un PEA. Pour avoir la réponse à cette question de manière mathématique, reprenons nos résultats. Sur les 10 dernières années, on a vu que les actions vertes de dividendes à croissance ont obtenu 16,2% de rendement annualisé, 15,1% sous forme de plus-value et 1% sous forme de dividende. De son côté, le S&P 500 a obtenu lui 11,3% de rendement annualisé, 10% sous forme de plus-value et 1,3% sous forme de dividende. Comme ça, on se dirait qu'il vaut mieux acheter les actions vertes, mais attention car le S&P 500 bénéficie de deux avantages fiscaux importants qu'il va falloir bien prendre en compte dans nos calculs. Le premier va s'appliquer tout du long puisqu'il concerne l'impôt sur les dividendes. Et le deuxième ne va s'appliquer qu'à la fin car il concerne l'impôt sur les plus-values. Commençons avec le dividende. Sur nos actions vertes, nous allons devoir payer 30% d'impôt sur nos gains en dividendes. Donc au lieu de gagner 1% par an avec les dividendes, nous allons en réalité gagner 0,7% par an, ce qui nous fait donc passer de 16,2% par an de rendement total à 15,9% par an avec ces actions-là. Au niveau du S&P 500, si on sélectionne un ETF accumulant, on l'a vu, on va pouvoir réduire un peu cette fiscalité sur les dividendes puisque ce n'est pas nous qui allons recevoir les dividendes, mais notre gestionnaire de fonds qui, lui, va payer un peu moins d'impôts dessus. Je n'ai pas le montant exact d'économie que cela représente, donc je vais être extrêmement optimiste ici et considérer que cette technique efface complètement l'imposition qu'il existe sur les dividendes. L'ETF S&P 500 conserve donc son rendement total de 11,3% par an, contre le rendement total réduit de nos actions vertes de 15,9% par an. Si on place 1000 € sur ces deux solutions, au bout de 10 ans, on se retrouve avec 3 774 € sur nos actions vertes et 2 621 € sur notre ETF accumulant. Les actions vertes gagnent donc toujours ici, mais attention, il nous reste un dernier impôt à payer, c'est celui sur la plus-value, l'impôt final. Et là aussi, il y a un avantage fiscal pour l'ETF. Étant donné qu'on va pouvoir loger cet ETF S&P 500 sur un PEA, à la sortie, on ne va avoir que 17,2% d'impôt à payer sur nos plus-values, alors que nos actions vertes, qui ne peuvent être détenues que sur un compte titre, vont devoir régler la flat tax complète à 30%. Voici donc les calculs finaux. Sur le PEA, nous avons réalisé 2621 moins 1000, 1621 € de plus-value. Et nous allons donc devoir payer 1621 x 17,2%, 279 € d'impôt, ce qui nous fait donc un gain final net d'impôt dans notre poche de 2342 €, 8,9% de rendement annualisé. Côté CTO, nous avons réalisé 3774 moins 1000, 2774 € de plus-value. Et nous allons donc devoir payer 2774 x 30%, 832 € d'impôt, ce qui nous fait donc un gain final net d'impôt dans notre poche de 2941 €, 11,4% de rendement annualisé. Donc même en prenant en compte ce double avantage fiscal, on constate qu'il reste plus intéressant d'investir dans ces actions vertes sur notre compte titre plutôt que sur un ETF S&P 500 accumulant sur PEA. Cette différence est encore plus flagrante si on se base sur 20 ans d'investissement plutôt que 10. On obtient alors 13,2% par an de rendement net d'impôt sur notre compte titre contre seulement 9,8% par an sur notre PEA. Là, certains d'entre vous vont sûrement me dire « Oui, mais Roman, on n'est pas sûr dans le futur que ces actions vertes continueront de surperformer de 5% par an le S&P 500. » Et c'est complètement vrai, hein. Elles l'ont fait sur les 10 dernières années, ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont le refaire sur les 10 suivantes.
les choses pourraient changer. On peut du coup s'amuser à faire des scénarios plus ou moins pessimistes sur notre fichier sheet. Que se passerait-il par exemple si ces actions vertes ne surperformaient que de 4% le S&P 500? Eh bien vous le voyez, il serait toujours plus rentable d'investir dans le CTO. Et si elles ne surperformaient que de 3%, pareil, il vaudrait mieux être sur le CTO. Et de seulement 2%, toujours pareil, vous voyez que le CTO resterait plus avantageux. En réalité, il n'y a que dans le cas où la surperformance de ces actions vertes serait inférieure à 1% par an qu'il serait plus intéressant d'être sur un ETF S&P 500 accumulant sur PEA. Et encore, vous voyez que sur un horizon de 20 ans, la différence ne serait que de 0,2%. En rajoutant un peu d'impôt sur les dividendes et les frais de transaction plus élevés qu'on a sur le PEA, on tomberait probablement à égalité. Sur mon compte titre, qui est chez Interactive Broker par exemple, vous voyez qu'acheter 13 000 € d'actions américaines ne m'a coûté que 49 centimes de frais. J'ai regardé sur un PEA Boursorama, le même ordre pour un ETF sur les marchés européens m'aurait coûté entre 16 et 78 €. Ce sont quand même des frais 10 à 100 fois plus élevés à chaque passage d'ordre que je n'ai pas pris en compte dans les calculs ici. La conclusion de tout ça, c'est que si vous décidez de sélectionner vos propres actions sur votre compte titre, il vous faut obtenir au minimum 1% par an de surperformance par rapport à un S&P 500 afin d'effacer complètement les avantages fiscaux qu'il existe avec le combo PEA plus ETF accumulant. Si vous ne vous sentez pas capable d'obtenir ces 1% par an de surperformance, alors en effet, il vaut mieux rester sur un ETF accumulant sur PEA. C'est la solution la plus simple et la plus optimisée fiscalement parlant. Vous pourriez aussi imaginer faire un 50-50 pour voir la stratégie qui vous correspond le mieux. 50% d'ETF accumulant S&P 500 sur votre PEA et 50% d'actions de dividendes à croissance sur votre compte titre. Personnellement, je suis à 100% sur mon compte titre car deux éléments me font penser que je peux obtenir ces 1% par an de surperformance. Le premier élément, évidemment, ce sont les études historiques qu'on a vues ensemble dans cette vidéo. On a par exemple l'étude de Ned Davis qui nous a montré une surperformance de 2,5% par an sur près de 5 décennies avec un seul critère de sélection, une augmentation constante du dividende. Et de mon côté, en utilisant des critères de sélection un peu plus poussés, je tombe sur 5% de surperformance annuelle pour les actions vertes sur les 10 dernières années. Viser au moins 1% de surperformance par an alors qu'on a des études qui nous parlent de 2,5 à 5% par an, ça me semble plutôt raisonnable. Surtout que, deuxième élément qui me donne confiance, j'ai maintenant ma propre expérience du terrain. Sur ce fichier sheet, je me suis amusé à comparer les performances de mes achats boursiers dans le temps contre un ETF du S&P 500 accumulant. J'ai séparé ça en 3 périodes de 3 ans. Ma période débutant, avec la performance de mes achats effectués en 2017, 2018 et 2019. Ma période intermédiaire, avec la performance de mes achats effectués en 2020, 2021 et 2022. Et enfin, ma période avancée qui commence cette année 2023 avec le lancement du portefeuille Trident 2.0. Le S&P 500 se retrouve à chaque fois avec 0 en dividendes puisque c'est un ETF accumulant. Les dividendes sont réinvestis et donc pris en compte automatiquement dans sa performance en plus-value. Et de mon côté, les dividendes que je vous affiche sont bien nets d'impôts après avoir payé la flat tax de 30%. Comme ça, la comparaison est vraiment juste. Vous voyez que mes 3 premières années en bourse ont été catastrophiques. Le S&P 500 m'a mis 14% dans les dents. En même temps, c'est pas vraiment étonnant puisqu'à l'époque, j'achetais exactement tout ce que je vous dis aujourd'hui de ne surtout pas acheter. Mauvaise croissance, fondamentaux médiocres, industrie obscure. Vraiment, la seule chose qu'avaient ces entreprises, c'était un gros rendement en dividendes. Alors oui, j'ai bien gagné des dividendes, vous le voyez, plus de 8 000 $. Mais à côté de ça, j'ai perdu plus de 6 000 $ sur ces actions en termes de moins-value. C'était pas malin du tout. Sur les 3 années suivantes, je me suis un petit peu amélioré, j'ai compris un petit peu mes erreurs, j'ai dit stop à ces actions pourries et je me suis mis à sélectionner des entreprises avec des fondamentaux corrects et des versements de dividendes sécurisés. Et vous le voyez, cette stratégie m'a permis de battre le S&P 500 de 3% sur cette période-là. C'est plutôt sympa. Cette année, pour fêter mon passage au niveau avancé, j'ai encore augmenté mes critères de sélection via le barème dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je n'achète désormais plus que des actions d'extrême qualité, des actions vertes qui parviennent à battre le marché sur tous les critères fondamentaux possibles. Au-delà des chiffres, je valide aussi leur business model via la production de vidéos d'analyse complète pour les membres de la méthode Trident. J'en profite d'ailleurs pour les remercier, c'est grâce à eux que je peux passer autant de temps à analyser ces entreprises. Ces vidéos d'analyse durent une vingtaine de minutes, mais généralement, elles vont me demander plus de 50 heures de recherche et d'écriture. Je souhaite être vraiment sûr que rien ne m'échappe concernant ces entreprises que je vais présenter aux membres.
et dans lesquels je vais investir moi-même une large partie de mon patrimoine. Je n'ai sélectionné pour l'instant que 3 actions dans ce nouveau portefeuille, mais vous voyez que cela représente déjà plus de 80 000 € d'investissement de mon côté. Évidemment, j'espère que cette stratégie améliorée, avec un gros focus sur les actions à dividendes d'extrême qualité, nous permettra de creuser encore plus l'écart avec le S&P 500 sur les 5 prochaines années. Pour l'instant, c'est bien parti, 8% de surperformance, mais il est évidemment trop tôt pour juger. Je vous donne donc rendez-vous dans 5 ans pour voir le résultat final et dans tous les cas que les choses s'améliorent ou se détériorent, comptez sur moi pour vous partager régulièrement les performances de ce nouveau portefeuille sur cette chaîne. Les amis, voilà donc ma réponse complète aux 6 critiques que j'ai le plus entendues sur les dividendes. Même si les dividendes sont un transfert d'argent qui génère plus de fiscalité qu'une vente, critique numéro 1 et 2, on a vu qu'ils pouvaient apporter une protection intéressante contre les baisses du marché grâce à une volatilité plus faible ainsi que des paiements réguliers, critique numéro 3. Ces paiements réguliers peuvent être réduits, critique numéro 4, mais en sélectionnant les meilleures actions, vous pouvez éviter 97% de ces coupures et même vous générer de la surperformance par rapport au S&P 500, critique numéro 5. Si cette surperformance réalisée est supérieure à 1% par an, elle peut effacer complètement les avantages des autres méthodes plus optimisées fiscalement parlant, comme les ETF accumulants, critique numéro 6. Dans cette vidéo, j'ai surtout appuyé sur la partie fiscalité et performance car ce sont généralement les 2 éléments qui intéressent le plus les investisseurs en bourse. Mais les dividendes sont un sujet beaucoup plus large que ça et je n'ai évidemment pas pu traiter tous les sujets. J'avais notamment noté comme point intéressant à aborder avec vous pourquoi il peut être plus intéressant pour l'entreprise de verser un dividende plutôt que de racheter ses actions ou de réinvestir en elle-même. Pourquoi la société de Warren Buffett ne verse-t-elle pas de dividendes mais investit 90% de son capital dans des actions à dividendes? Ou encore, pourquoi il est beaucoup plus simple de savoir exactement quand est-ce que vous serez libre financièrement grâce aux dividendes? Dites-moi en commentaire si un de ces 3 sujets vous intéresse et je pourrai alors faire une follow-up vidéo. C'était Roman, j'espère que cette vidéo assez longue, assez complexe sur le sujet chaud du moment vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Ciao!